Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à Châtenay-Malabry. Bienvenue dans ce restaurant, parce qu'on est quand même dans un environnement de chantier, donc c'est un restaurant quand même qui est plutôt convivial et agréable. On est dans un endroit assez exceptionnel. Bien que je sois maire de Châtenay-Malabry, ce n'est pas moi qui ai initié ce quartier. Le quartier, c'est mon prédécesseur, Georges Siffredi, actuellement président du département, qui l'a porté alors qu'il était maire, bien sûr, de Châtenay-Malabry. Donc moi, évidemment, je suis très heureux, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs, de vous accueillir parce que ce projet, il est assez exceptionnel. Et conter une belle histoire dans l'environnement médiatique d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez rare. Il y a plutôt des mauvaises nouvelles que des bonnes nouvelles. Ça, c'en est une bonne. Ce site de 20 hectares était occupé par l'école centrale et Supélec. Et ils ont décidé de rejoindre le plateau de Saclay. C'était en 2012. Et, évidemment, ça a libéré un espace considérable, extrêmement bien placé, face au parc de Sceaux. 182 hectares d'espace vert, magnifiquement entretenu par le département des Hauts-de-Seine. La coulée verte, également 12 km d'espace vert, magnifiquement entretenu par le département. Et puis un quartier aussi qui était idéalement placé puisqu'il borde une avenue qui traverse complètement la ville et qui va prochainement accueillir le tramway T10. Donc quartier très bien desservi. Le terrain appartenait à l'État et des négociations ont été entreprises avec l'État pour pouvoir récupérer et porter un projet. Et c'est là que, évidemment, il y a le cœur de l'histoire. Parce que l'objectif avec l'État, c'était de construire des logements, 2200 logements sur ce site de 20 hectares. Mais il y a eu la volonté politique en tout cas, d'en faire un quartier exemplaire. Exemplaire par ses équipements publics, un collège, une école bien sûr, une crèche de 80 berceaux, une ferme urbaine, des commerces, donc les 2200 logements, dont 380 sociaux, donc un quartier équilibré bien sûr, mais également en termes environnementaux d'en faire un quartier exemplaire. Et donc il y a eu des réglementations, on va dire, qui ont été imposées justement pour pouvoir transformer ce quartier de façon durable. Et parmi les premières décisions qui ont été prises, par exemple, c'était de desservir tous ces logements en chauffage urbain, en eau chaude sanitaire par la géothermie. Donc ce quartier dès le départ, était conçu avec de la géothermie. Évidemment, il y a eu une exigence très forte, ils sont présents pour certains d'entre eux, auprès des personnes qui étaient en charge de la construction, avec une empreinte bas carbone qui était une priorité dans les modèles de construction. Et puis, il y a eu toute une démarche liée à l'économie circulaire, puisque ce site était urbanisé. Voilà, il accueillait les étudiants et les chercheurs, les professeurs dans des bâtiments qui étaient construits par des ingénieurs, donc le béton ne manquait pas. Et 100% du béton a été réduit en granulats et réutilisé soit dans les bâtiments, soit dans les soubassements de voirie. Donc ça a évité évidemment un va-et-vient de plus de 6000 camions avec toute la pollution que ça peut engendrer. Et tout a été fait aussi pour que ce qui existait dans ces bâtiments soit réemployé. Il y avait un amphithéâtre, par exemple, pratiquement à cet endroit, vraiment très proche. Un amphithéâtre qui maintenant est au Sénégal et qui sert à une université agricole. Donc il y a des Sénégalais qui sont installés sur des bancs centraliens quand même, c'est pas rien, et qui sont en train d'étudier et de faire d'apprendre et de faire progresser leur pays. Donc même ça a été pensé. Il y a eu aussi un volet d'insertion. Il y a 40 emplois qui ont été créés sur site
pour aller retirer tous les objets qui pouvaient être réutilisés. Et il y a eu également des clauses d'insertion dans les contrats avec les entreprises. Et c'est 350 000 heures de travail qui ont été ainsi créées par ce volet insertion. Parmi les sites, je pourrais en parler pendant des heures parce que il y a une multitude d'actions qui ont été menées qui sont exemplaires. C'était aussi la construction qui est en cours de l'école primaire. C'est un modèle d'exemplarité et d'innovation. Cette école, elle est suivie par notamment l'ADEME pour faire tous ces calculs parce que ce sont des façades en béton de chaux, dit sec, non armées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'armature en ferraille à l'intérieur, et c'est comme des grosses briques qui sont créées en dammage. Donc je pense que vous êtes passé devant et c'est un bâtiment qui dénote un petit peu. Les cloisons intérieures sont en ossature bois avec rempli d'une technique terre-chanvre qui mêle les fibres végétales et puis des terres qui sont issues de chantiers, la terre crue issue de chantiers qui sont locaux. Et puis il y a un lestage acoustique aussi, des planchers. Qui, pareil, c'est du bois et au moyen de terre crue venant de chantier à proximité que tout ça est rempli. L'ADEME suit ce projet parce que c'est un petit peu comme le béton, c'est-à-dire que le béton, on a toutes les règles, sa résistance au feu, sa capacité acoustique. Là, quelque part, l'ADEME suit ce projet pour pouvoir justement faire ce cahier qui servira à toutes les constructions futures. Évidemment, notre quartier est suivi avec attention. Il y a beaucoup d'architectes qui viennent le suivre, que ce soit le quartier dans son intégralité ou le chantier de cette école primaire qui est absolument remarquable. Donc, le quartier Lavallée figure parmi les 100 quartiers innovants écologiques d'Île-de-France. Il était lauréat du prix de l'innovation interdépartementale des Hauts-de-Seine. Donc voilà. Mais ce n'est pas une course au label. Ça n'a jamais été une course au label, et je parle sous le regard de Georges Siffredi, le président du département. Dès le départ, c'était une exigence, mais pas pour un vernis de communication. L'objectif, c'était vraiment d'en faire un quartier exemplaire. Comment ça a été possible ? Dès le départ, et là ça a été un choix vraiment très important, c'était dans le montage. Le montage est tout à fait particulier parce que ça a été la première CEMOP, Société d'économie mixte à opération unique, et ce qui a permis en tout cas à la ville de rester au cœur des décisions au cours de la construction de ce quartier. On n'aménage pas 20 hectares en 2 ans, il faut une douzaine d'années. Voilà, pour le faire. Normalement, initialement, c'était 7 ou 8, et puis bon, la crise sanitaire est passée par là, on va dire. Mais la ville n'avait pas les moyens financiers d'acheter à l'État ces terrains qui étaient vendus 92,5 millions d'euros. Donc c'était hors de portée du budget communal. Et Georges Siffredi a eu la bonne idée de créer la première CEMOP, ce qui permet d'avoir 34% des parts au sein de cette CEMOP, et donc d'avoir une minorité de blocage. Parce que on fait toute confiance aux entreprises qui ont été désignées pour suivre ce chantier. Toutefois, pas toujours les mêmes objectifs qui sont poursuivis. Il y a une démarche mercantile, mais qui est respectable d'ailleurs, c'est pas péjoratif dans ma bouche, mais il y a une démarche mercantile que les pouvoirs publics ne partagent pas. Et tout l'intérêt, c'est de pouvoir suivre ce chantier dans le temps, grâce à cette CEMOP, d'accompagner, de pouvoir rappeler certains engagements parfois, de surveiller l'avancée des chantiers et de prendre de façon collégiale toutes les décisions au cours de cette décennie de travaux, et de travaux vraiment très importants pour ce quartier et donc pour la ville. C'est quand même une entrée de ville aussi, et l'objectif c'est que ce soit une réussite pour tout le monde, mais avec cette commande
public de départ pour en faire un quartier exemplaire. Voilà, c'est évidemment, on pourrait en parler pendant des heures et vous allez avoir beaucoup plus d'informations, mais je le répète, ce quartier, la première tranche de construction a été livrée les semaines et les mois qui viennent de s'écouler. Il y a encore beaucoup à faire, beaucoup à accompagner, mais en tout cas, moi, je suis ravi en tout cas de l'orientation qui est prise et puis d'en faire un quartier exemplaire qui puisse bien sûr servir de modèle à d'autres quartiers partout en Île-de-France ou voire en France. Voilà. Merci de votre attention. C'est le piège, parce qu'il a tout dit, donc je n'ai plus rien à dire. Enfin, il est modeste, parce qu'il était quand même maire adjoint à l'urbanisme quand on a décidé, donc il connaissait bien, il a partagé ce projet. Oui, la CEMOP, il n'y a pas que le fait, effectivement, tu l'as indiqué, c'est la première CEMOP, mais en termes d'aménagement, parce que les CEMOP existaient déjà en termes de gestion, de réseau de chaleur ou autre, mais c'était la première en aménagement. Tu l'as indiqué, c'est parce qu'on n'avait pas les moyens à la fois d'acheter le terrain, puisque l'État ne nous en a pas fait cadeau. 92, c'était presque 100 même millions, plus tous les coûts d'aménagement. Et en même temps, donc c'est vrai, ça nous permettait d'avoir un partenaire, parce que c'est quand même un partenariat, et ça fonctionne bien que si ça fonctionne en partenariat. Il n'y avait pas que l'histoire des 34%, c'est aussi que nous avions établi un pacte dit d'actionnaires. Et par ce pacte d'actionnaires, nous pouvions avoir effectivement la faculté de pouvoir bloquer au cas où. Mais j'avoue que jusqu'à présent, en tous les cas, ça s'est plutôt bien passé. Comme dans tout chantier de cette envergure, il y a toujours des petits problèmes. Mais globalement, ça se passe très bien. Et je crois qu'aujourd'hui, on est aussi un modèle sur ce plan-là. Je ne sais pas si on le sera. On n'est pas les seuls à faire maintenant de l'économie circulaire. Il y a plusieurs chantiers, et tu le sais bien, en Île-de-France. Mais en tous les cas, on est un modèle maintenant en termes de CEMOP. Et je crois que prochainement, les gens d'Antibes, le maire d'Antibes qui vient voir pour essayer de faire un montage pareil. Le reste, bah voilà, c'était effectivement aussi de travailler quelque chose qui, à l'époque, parce que mine de rien, aujourd'hui, ça devient monnaie courante, mais c'est vrai qu'en 2012, l'économie circulaire, c'était pas encore très développé. Et nous avons d'abord choisi l'association Réavis, avec qui la métropole travaille, comme l'a indiqué Karl, pour déjà récupérer tous les matériaux. Alors, il y a un amphithéâtre, des locaux qui sont partis au Sénégal, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui ont été récupérées, des douches, des lavabos, enfin j'en passe, et des meilleurs, et qui là ont été soit donnés à des associations caritatives, soit vendus, mais à des prix totalement dérisoires. Et comme tu l'as indiqué, ça a permis aussi à créer ou à sortir des difficultés un certain nombre de nos concitoyens, puisqu'on avait vu avec eux pour qu'ils prennent des habitants de Châtenay-Malabry, puisque même si les choses ont évolué, on a encore presque 50% de logements sociaux et beaucoup de gens qui sont malheureusement éloignés de l'emploi. Donc ça a permis tout cela. Après le reste, tu l'as indiqué, la géothermie, mais qui maintenant va être développée grâce à vous, monsieur le maire. Parce que moi, j'avais pensé qu'au quartier, vous avez pensé à la totalité de la ville. Donc ça va, c'est l'ensemble des Châtenaisiens qui vont avoir cela bientôt. Et puis, voilà, le concassage. Alors, sur place, c'est pas évident. C'est pas évident parce que d'un côté, il a fallu expliquer aux gens qu'effectivement, ils n'allaient pas avoir les 6000 camions, les allers-retours, plusieurs fois par jour. Mais ça fait beaucoup de poussière. Voilà, et on avait beau envoyer de l'eau, bon, parfois, il y avait des riverains qui se plaignaient, et encore, le terrain est très grand. Et si on veut arriver à développer ça, bon, maintenant, les choses font qu'entre autres, j'ai en charge aussi le quartier d'affaires de la Défense, qu'on veut rendre de plus en plus endurable, et
Et on a comme objectif d'être le premier quartier d'affaires mondial post-carbone, mais on est en train d'étudier, et on évoquait ça tout à l'heure, voir si on peut, et la métropole y travaille, sur barge, parce que c'est vrai qu'il faut quand même, pour concasser, beaucoup de place. Ici, on avait 20 hectares. À la Défense, c'est un peu plus délicat. Donc j'attends avec impatience les résultats de la métropole pour voir si effectivement, parce que la Seine étant pas loin de la Défense, on peut étudier sur bas. Voilà, donc moi je vais pas être plus long. Une fois encore, Karl a tout dit. Et aussi à l'origine, c'était pas que de faire un écoquartier, c'était aussi l'idée, et on est en entrée de file, de leur faire un quartier ouvert. Parce que quand il y avait Centrale, c'était totalement fermé. Ils vivaient à l'intérieur, ils avaient leur chambre, leur théâtre. C'est des études qui ne sont pas faciles. Et c'est beaucoup de provinciaux. Donc le week-end, ils partaient, ils ne vivaient même pas dans la ville. Et donc c'était dire, on va faire totalement l'inverse. Il faut vraiment être un grand quartier ouvert. Et dans ce cadre-là, Karl a parlé aussi de commerce. Et dans des opérations, j'ai envie de dire, normales, ponctuelles, vous avez beau dire et demander au promoteur de faire du commerce en rez-de-chaussée. Il le fait. Mais ce n'est pas son métier, en réalité. Le promoteur, il sait vendre des logements, commerce, bon. Voilà. Et on peut avoir tout et n'importe quoi. Malgré la loi de notre président Houllier, c'est parfois difficile de maîtriser. Mais là, comme c'était une opération globale, et où il y a au total plus de 10 000 mètres carrés, je crois, de commerce, on a décidé d'avoir un investisseur commerce unique. Donc, et d'avoir un plan de marchandising avec lui. Et son intérêt, en tant qu'investisseur, c'est que ça fonctionne. Puisque si ça ne fonctionne pas, il ne touche pas de loyer. Donc, voilà. Et donc, ça permet là aussi de mieux maîtriser, comme on ne peut pas le faire lorsque ce sont des opérations uniques. Voilà, donc j'espère que, et monsieur le maire, je crois que les premiers retours, parce que ça y est, tu l'as dit, il y a un certain nombre de logements qui ont été livrés. Les premiers retours sont plutôt bons. Les gens sont très heureux d'habiter là, parce que non seulement ça sera un quartier vivant, développement durable, écologique, mais en plus ils ont le parc de Sources, ils ont tout ce qu'il faut autour, les transports. Donc voilà, donc c'était une belle expérience qui n'est pas encore terminée, parce qu'on vient de livrer la première phase, il y a la 2 et la 3, mais il va falloir un peu, je veux bien le Covid, monsieur le maire, mais c'est vous qui avez la main de la CEMOP, il faut un peu les visser, parce que moi, c'était 8 ans, et je leur avais dit 8, c'est trop, ça sera 7, et vous me parlez de 12. Donc, attention, parce que non, on ne peut pas laisser non plus trop longtemps en chantier des gens qui habitent, donc il faut accélérer maintenant les autres phases. Donc voilà, quelques mots de plus, mais une fois encore, Karl avait tout dit. Et je suis très heureux, Xavier, que tu aies choisi, entre autres, Châtenay-Malabry, puisque nous travaillons depuis quelques années ensemble au sein de la métropole. Bon, tu as une délégation importante avec tout ce qui est l'économie circulaire. Moi, j'ai modestement l'aménagement, donc on commence à avoir quelques actes, mais on va essayer de faire profiter de nos expériences aux communes qui nous confient l'aménagement au sein de leur territoire, comme par exemple au nord, Villeneuve-le-Garenne, où il va y avoir une très grande ZAC, aussi Livry, enfin il y a beaucoup d'endroits maintenant où la métropole agit, et donc essayer d'intégrer dans ces grands chantiers nos expériences locales, et en particulier celle de Châtenay-Malabry. Voilà, je ne serai pas plus long parce que je crois que vous avez beaucoup à faire tout au long de la matinée. Je voudrais rapidement m'adresser au maire Karl Ségaud qui nous accueille aujourd'hui, et puis à Georges Siffredi, 25 ans de mandat municipal, président maintenant donc du département des Hauts-de-Seine, et puis vice-président, il vient de le rappeler, à la métropole pour tout ce qui a trait à l'aménagement. Et c'est vrai que cette métropole, je me souviens de quelques discussions dans votre bureau, Georges,
à l'époque glorieuse. Bon, c'est autre. C'est ça, voilà. Bon, écoutez, je suis toujours le casque bleu, généralement. Bon, et voilà. Donc, je voudrais tout d'abord vous remercier la structure qui nous héberge ce matin. Merci, chère madame, de votre accueil. Les chouquettes sont excellentes, je les recommande à tout le monde. J'en ai jamais mangé d'aussi bonnes. C'est vrai en plus. Voilà. Alors, je voudrais très rapidement, on est dans les temps où... Oui, c'est bon alors. Parfait. Remercier un certain nombre de personnes qui vont contribuer au succès de cette matinée, notamment M. Laurent Monet, qui est conseiller territorial de Plaine Commune et délégué à l'économie circulaire, qui va nous parler. Je voudrais remercier Juliette Allione de Auré, qui va tout à l'heure animer notre table ronde. Madame Camille Géhin, directrice du développement et des projets La Poste Immobilier. Madame Isabelle Quette Hamon, directrice générale adjointe maîtrise d'ouvrage et développement de Paris Habitat, et Madame Camille Muret, donc c'est une table ronde très féminine, cofondatrice de l'atelier Air Art. Voilà. Le groupe FH également, alors j'ai vu quelques personnes, on m'a donné quelques noms, je vais sûrement faire des omissions et pardonnez-moi. On a beaucoup traité avec Madame Valérie Dioré, avec Monsieur Julien Sarthe, Monsieur Ravi également, et puis tout à l'heure j'ai fait reconnaissance, j'ai sa carte, donc c'est beaucoup plus... Ah oui, alors là je me lance dans... Donc il s'appelle Mathé, c'est son prénom, après c'est Karasimeonov, donc ça va y aller. Voilà. Bien. Ça, c'est pour les remerciements, en espérant n'avoir oublié personne. Quelques mots pour vous parler de la métropole, de ce qu'elle tente de faire en matière d'économie circulaire. Vous dire qu'au mois de juillet, on a voté la première stratégie d'économie circulaire de la métropole. Ça vient, je dirais, rassembler 6 ans de travail, 6 ans de visite, 6 ans d'expérimentation, 6 ans de réflexion. Et vous savez que le président Ollier dit que c'est d'abord une métropole de maires, par les maires et pour les maires, et que de surcroît, son administration est une administration de mission et non pas de gestion. Donc nous avons quelques personnes aguerries, certes, aux disciplines que l'on traite, et ensuite on s'entoure, je dirais, d'un très très large partenariat où on trouve les compétences extrêmement pointues dont nous avons besoin. Donc ça a été tout ça pour dire que c'était un travail collaboratif avec l'ensemble de ses partenaires, avec 5 orientations stratégiques. D'abord, 2 qui concernent la métropole, montrer l'exemple, donc exemplarité de la métropole via notamment sa politique d'achat, mais tous les actes qu'elle commet et là où elle est responsable. Georges vient d'en parler, nous avons des actes et c'est bien pour y appliquer, je dirais, ce que nous prêchons par ailleurs. Et quand en plus on a une expérimentation réussie sur sa ville ou son ancienne ville, et sur son département, eh bien, on en profite. Donc, exemplarité de la métropole, et deuxièmement, soutien aux communes et aux territoires métropolitains, puisque la métropole est dotée d'un certain nombre de fonds, le fonds d'investissement métropolitain, le fonds pour les projets structurants. Inventons la métropole, où dans le cahier des charges, des clauses d'économie circulaire sont bien sûr indiquées. Et puis, on a également un fonds d'intervention numérique, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc ça, c'est aussi un moyen de guider l'action publique des 131 communes, des 11 territoires. Et quand on regarde les budgets d'investissement de ces 142 collectivités, ça se chiffre en milliards annuellement. Donc je dirais c'est une stratégie d'influence sur la politique d'achat de l'ensemble de ces collectivités. Après, il y a 3 axes sectoriels, alimentation et biodéchets. Et donc, durant ces 15 jours où nous nous sommes promenés sur tout le territoire de la métropole, nous avons été à Stein et nous avons été à, je ne sais plus où, à Romainville, voilà. Et également Gennevilliers, c'était pour la logistique. Donc, sur l'alimentation et biodéchets, on a eu deux stations, enfin deux réunions particulières. La question de la réparation, réemploi et reconditionnement, c'est dans Paris 18e, c'est de la semaine prochaine ou demain que l'on va voir tout le retraitement, je dirais, des matériels informatiques plus ou moins périmés, qu'on reconditionne et qu'on peut redonner, upgrader. Et puis là, ce matin, c'est surtout l'aménagement et la construction, puisque c'est le premier poste de consommation en termes de matières premières, à peu près 40% sur la métropole. 40% de ce qui rentre, c'est pour la construction, et 75% de ce qui sort en déchets, c'est la construction, au sens large du terme, et donc c'est vraiment un axe important. Alors, on s'est penché sur cette question, et nous avons 4 principaux axes de travail en matière d'aménagement et de construction circulaire. 1,
c'est accompagner l'intégration de l'économie circulaire, je lis l'anti-sèche, dans les documents de planification, notamment en déclinant les prescriptions du SCOT dans les PLUI qui sont en cours de construction ou en cours de révision, pour ceux qui en sont déjà dotés. Voilà. Et favoriser la rénovation et la réhabilitation du bâti existant, la mixité fonctionnelle et l'allocation d'espaces fonciers pour les activités d'économie circulaire. Georges l'a rappelé tout à l'heure, et monsieur le maire également, concasser, c'est bien, mais enfin, il faut avoir de la place. Et Georges me disait tout à l'heure, on a gardé longtemps un bâtiment pas très loin d'ici pour entreposer le temps qu'on écoule tous les matériaux récupérés. Donc c'est pas en 6 mois qu'on fait la console de les lavabos et les luminaires, c'est un peu plus long parce que c'est ainsi. Puis il faut que la filière mature se fluidifie. Donc effectivement, je reviendrai tout à l'heure, c'est un des axes, c'est retrouver tout le foncier pérenne ou temporaire pour pouvoir permettre toutes ces opérations d'économie circulaire, de déconstruction et ensuite d'écoulement de ce que l'on peut récupérer. Donc ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, sensibiliser, outiller, soutenir l'ensemble des acteurs de la filière, depuis les prescripteurs jusqu'aux acteurs économiques. Donc tous les acteurs de cette chaîne de valeur qui est quand même relativement complexe. Et une chaîne n'est jamais forte qu'à hauteur de son maillon le plus faible. Donc c'est bien pour ça qu'il faut bien prendre tous les acteurs. Alors, on a un club métropolitain pour la construction circulaire qui réunit déjà l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. On se réunit 2 fois par trimestre dans le cadre de réunions techniques et également de visites pour voir, voilà, et vérifier les choses et constater que c'est faisable. Et voilà. Et pour moi je me suis vu confier par Patrick Collier cette délégation dès la création de la métropole. Entre les premiers chantiers, je vais être caricatural, mais où on récupérait gentiment le verre des fenêtres et on était tout content de faire de l'économie circulaire parce qu'on avait récupéré le verre des fenêtres. J'ai vu des chantiers, on s'est déplacé rien que pour ça, il y a 6 ans. Mais Georges le disait, il avait été très précurseur. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. Et là, effectivement, on n'est plus dans la démolition, on est sur de la déconstruction et on voit bien comment tous les flux, tous les matériaux sont bien, je dirais, calibrés, séparés, etc., etc. Les choses font des progrès énormes, c'est très rapide, c'est extrêmement foisonnant. Et donc, on va sur place et comme ça nous permet de vérifier que tout ça marche bien. L'objectif est de travailler collectivement à lever les freins de l'économie circulaire, de partager les bonnes pratiques, j'y reviendrai tout à l'heure, et de faire émerger des projets collectifs. Ce premier projet du club nous a permis de co-construire la charte métropolitaine qui fédère donc l'ensemble de ces acteurs, et c'était le 26 septembre dernier au pavillon de l'Arsenal qu'une bonne centaine de professionnels, tous répartis sur cette fameuse chaîne de valeur, ont signé et continuent de signer. Il y avait également des collectivités territoriales et je sais que ça a eu un succès certain et que ça intéresse de plus en plus de professionnels et on voit au contact que l'on a maintenant que véritablement il y a une dynamique qui a été créée autour de cette charte. Alors cette charte, elle permet de partager, de capitaliser, mais il y a également un catalogue des solutions, qui est un guide pédagogique à destination des décideurs locaux. C'est également un lieu ressource pour voir ce qui se fait sur la place de la métropole, mais c'est également un engagement, cette charte et ce catalogue, de pouvoir enrichir au fur et à mesure que les uns et les autres amélioreront nos process, pour que rapidement, ça tombe un peu dans le droit commun et qu'on s'en inspire tous et qu'on ne joue pas moi je sais mieux faire que toi. C'est pas le sujet. Enfin, il y a certes des enjeux commerciaux, des financiers. Je ne suis pas dupe quand même. Je ne suis pas que naïf. En fréquentant Georges, j'ai appris à être moins naïf. Les discussions avec Georges, c'est redoutable. Hein, j'ai appris. Bon, mais c'est vraiment que collectivement, on puisse s'apporter toutes les expérimentations et tout ce qui réussit. Parce que derrière, il y a quand même, au niveau de la loi, au niveau des réglementations techniques, au niveau assurantiel, des choses à consolider. Donc si chacun garde son petit projet pour lui, mais sans partager, et que finalement, on n'a pas l'économie d'échelle qui permette d'aller voir les pouvoirs publics pour passer des crans techniques, ou législatifs ou autres, ou assurantiels, eh bien je pense qu'on perd énormément de temps. Donc c'est l'objet de cette charte. Nous avons également des structuration autour d'outils numériques. Alors il y a Eval Metab qui est dédié à l'éco-conception très en amont donc des projets d'aménagement
avec les critères de l'économie circulaire, et ça a été créé par la chaire d'économie circulaire et métabolisme urbain qui est adossée à l'université de Gustave Eiffel. Donc ça, c'est en route. Voilà. Et puis un outil de matching des flux interchantiers pour sortir, je dirais, là, vous étiez dans un périmètre et vous avez fait en autarcie, je dirais, la vente aux enchères de vos produits. Eh bien, on essaye, et Plaine Commune, Est Ensemble et la ville de Paris sont en train de travailler sur un outil numérique pour pouvoir fluidifier et raisonner à d'autres échelles que l'échelle stricte du chantier qui génère les produits en question. Voilà, donc ça, c'est les deux sujets sur le numérique. J'ai encore une, je ne vais pas être très long, je vais être dans les temps, Adriane. Voilà. L'axe 3, c'est accompagner le déploiement des plateformes de réemploi et de recyclage des matériaux. Alors, on l'a dit tout à l'heure, ces infrastructures sont indispensables pour entreposer et valoriser localement les matériaux, mais également mettre en réseau à l'échelle métropolitaine. Plaine Commune, qui est très avancée, et Est Ensemble, ont, je dirais, alors c'est sûr que ce sont deux territoires sur lesquels on reconstruit la ville sur la ville, mais ils sont au bout du bout de leur modèle économique au regard de l'échelle dans laquelle ils sont, et sont venus il y a quelque temps voir la métropole pour dire mais on est capable d'essaimer, et je pense que c'est un atout pour ceux qui ne sont pas encore aussi avancés qu'eux de pouvoir rentrer dans une logique qui a déjà fait ses preuves, qui est déjà aguerrie, et de ne pas devoir tout redévelopper. Mais il faut du foncier. Donc c'est la raison pour laquelle, avec l'APUR et l'Institut Paris Région, nous avons regardé tous les fonciers qui étaient potentiellement de manière pérenne ou transitoire en capacité d'accueillir ces lieux de stockage, ces lieux de retraitement. Un programme pilote avec le CSTB visant à élaborer ce qu'on appelle un signe de qualité des process de reconditionnement, envie de rassurer les maîtres d'ouvrage. Nous, maires, on a notre service marché et on a notre DGS. Le rôle du DGS et des services marchés, c'est de ne pas faire prendre de risques aux maires. Bon, et donc derrière, c'est c'est pas certifié, c'est pas ceci, c'est pas cela. Donc c'est vraiment rassurer les donneurs d'ordre, notamment les collectivités territoriales, qui sont des gros donneurs d'ordre en la matière, pour rassurer, lever les freins assurantiels éventuels. Je en ai parlé tout à l'heure, je ne reviens pas. Et puis, l'émergence de projets innovants, tels que la plateforme flottante, donc on travaille avec Aropa, Voies navigables de France, le CSTB ou un autre, je ne sais plus, le troisième, Néo-Éco, pour justement regarder comment, étant irrigué par la Seine et par la Marne, le territoire métropolitain pourrait accueillir un système de barges flottantes. Donc Georges Siffredi est intéressé pour la défense, donc si on pouvait faire la mise en relation. Voilà, je fais les courses en même temps. Voilà, donc la barge flottante. Et puis, dernier point, c'est promouvoir la rénovation circulaire et solidaire du patrimoine public via un dispositif dédié. Donc, en gros, c'est 10 collectivités qui vont être choisies par la métropole pour mettre un process de rénovation du bâti public, mais en y incluant très, très sévèrement ou très sérieusement les clauses d'économie circulaire, pour essayer de trouver le bon modèle économique et le bon modèle, je dirais, d'organisation, et de pouvoir ensuite diffuser cela à travers l'ensemble des villes de la métropole et des territoires de la métropole pour massifier le process. Voilà très rapidement ce que je voulais indiquer, rappeler de ce que mène sur le sujet de la construction la métropole du Grand Paris. Mais maintenant, il y a des prises de parole beaucoup plus spécialisées et des tables rondes qui vont suivre avant que l'on puisse regarder ce très beau quartier. Mais moi qui suis venu il y a à peine un an, passer en moto comme ça, ce matin, je dis ça commence à avoir de la gueule. Voilà, donc merci de votre accueil, Georges et Karl. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Lemoine. Je vais donner la parole du coup à Monsieur Laurent Monnet, donc, qui est conseiller territorial à Plaine Commune, qui va nous donner un exemple aussi du coup très opérationnel pour le coup d'implication d'un territoire sur cette question, et notamment sur le sujet un peu complexe du métabolisme urbain, qui n'est pas encore connu forcément de tous. Merci. Oui, merci. Bonjour à toutes et tous, et surtout merci pour cette invitation. Merci pour l'opportunité effectivement de revenir. Monsieur le vice-président l'a évoqué tout à l'heure sur l'expérience de Plaine Commune dans le domaine de l'économie circulaire,
et d'une démarche qu'on a appelée, nous, à Plenco, à Pleine Commune, le métabolisme urbain. Bon, juste pour me présenter, je suis Laurent Monnet, maire adjoint donc à la ville de Saint-Denis, en charge à Saint-Denis de l'écologie, notamment, de la nature en ville, de l'alimentation et de la commande publique, ce qui n'est pas complètement inutile pour porter des démarches telles que celles qu'on va évoquer là. Et puis, effectivement, conseiller territorial à Pleine Commune, en charge de questions similaires, et notamment de l'économie circulaire. Alors, je ne sais pas comment ça marche, comme ça sans doute, oui, voilà. Voilà, alors quelques mots pour effectivement revenir sur la démarche déployée à Pleine Commune, démarche qui est déployée depuis quelques années maintenant et qui prend son sens dans effectivement les transformations du territoire qui sont très conséquentes. Donc Pleine Commune, c'est un territoire de 9 villes. Effectivement, je crois que le tour de l'économie circulaire est passé par Stein il y a quelques jours. Voilà, donc c'est effectivement, et que c'était l'opportunité, même si c'était sur un thème d'alimentation, c'était aussi l'opportunité de voir la ferme des possibles, qui est une ferme elle-même construite de manière très circulaire, si je puis dire. Voilà, mais globalement, c'est pas forcément d'ailleurs l'exemple le plus frappant de la transformation du territoire, mais effectivement, on est un territoire qui bouge énormément, qui se reconstruit sur lui-même, si on peut dire, mais surtout qui est au cœur de grands projets, avec en particulier les Jeux Olympiques, bien entendu, le village olympique, qui est un site exemplaire. Une ZAC d'ailleurs de la métropole, on en parlait tout à l'heure, avec la ZAC Saulnier, et surtout un équipement remarquable que je vous invite à passer voir dans sa construction, qui est tout à fait étonnante et fantastique, de voir sortir le nouveau centre aquatique olympique actuellement tout en bois. C'est un équipement extraordinaire. Et ce site-là, d'ailleurs, a fait l'objet d'une déconstruction. Donc cette piscine, elle est construite sur les anciens sites GDF avant, NJ plus tard, le centre de recherche. Mais c'est un site qui a été totalement déconstruit, précisément, selon des orientations d'économie circulaire très fortes, portées notamment par la métropole du Grand Paris, quoi. Donc la MGP, le Grand Paris Express, les gares du Grand Paris Express, mais surtout des programmes de rénovation urbaine très conséquents. On est sans doute sur le territoire, donc un territoire de plus de 400 000 habitants et 9 communes. On a 14 programmes de rénovation urbaine qui représentent plus de 2 milliards de travaux. Bref, c'est vraiment un territoire en chantier. Ceux qui y passent en ce moment peuvent voir un paysage de grues. Souvent, je dis une forêt de grues. Je suis élu à la nature en ville, donc je pousse aussi pour les forêts d'arbres. Mais en ce moment, bon, c'est plutôt des grues, quoi. Ça sera bientôt, je pense, remplacé quand même par de beaux espaces publics végétalisés, quoi. Donc tout ça, quand on est un territoire qui se transforme comme ça, quand on connaît l'impact du bâtiment, de la construction, sur notamment les émissions de gaz à effet de serre en particulier, mais sur les ressources aussi d'une manière générale, eh bien on se penche forcément sur d'autres manières de faire pour limiter ces impacts de ces transformations, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. D'abord en 2015, Pleine Commune était aussi un territoire qui était juste à côté du Bourget, là où se discutaient les accords de Paris, hein, donc qui ont constitué pour notre territoire aussi un grand moment de réflexion sur ces questions de transformation écologique. Et donc en 2015, forcément, un territoire qui porte des ambitions de limitation de ces émissions de gaz à effet de serre, mais qui à la fois a énormément de transformation, de logements à construire, d'espaces publics à construire. Et donc c'est un territoire qui se pose des questions sur sa manière de faire et qui donc initie une réflexion autour d'une démarche qu'on a sur le territoire appelée métabolisme urbain, qui dit bien ce que ça veut dire, hein, c'est-à-dire comment on gère nos entrées, nos sorties de matériaux
et comment surtout on limite ces entrées et ces sorties, qu'on réutilise au maximum ce dont on peut disposer sur le territoire. Donc des enjeux évidemment donc de limitation de nos gaz à effet de serre dans un contexte, comme je l'ai dit, climatique de plus en plus marqué, mais aussi un contexte de raréfaction des ressources, de tension sur la ressource, qui était moins marqué en 2015, mais dont on voit bien aujourd'hui qu'il commence à devenir extrêmement prégnant. Voilà. Et puis aussi, d'une manière générale, ça a été évoqué tout à l'heure, le souhait, avec tous ces chantiers, de limiter les impacts pour nos habitants, et notamment le passage des camions. Voilà. Donc tout ce qu'on peut limiter comme transport sur le territoire pour mener tous ces chantiers, eh bien, c'est évidemment toujours bénéfique. Donc en fait, on a lancé une première étude en 2015 pour évaluer l'opportunité de mener une démarche dans ce domaine-là. Et puis en 2017, donc, on a lancé véritablement une démarche de métabolisme urbain, donc au niveau de l'établissement public territorial de Plaine Commune, quoi. Voilà. Donc, alors. Avec quelles orientations et surtout quelles implications. À partir de 2017, donc, on a travaillé à la mise en œuvre d'une charte. Donc, on a évoqué celle de la métropole du Grand Paris, à laquelle l'équipe de Plaine Commune, et notamment Juliette Emringer, que je voudrais citer parce que bon, voilà, je crois que beaucoup d'entre vous ici la connaissent. Elle a beaucoup apporté, je pense, au niveau francilien, mais aussi au niveau national, en partageant ses expériences dans le domaine. Donc, on a une grande chance de l'avoir à Plaine Commune pour porter ces démarches. Donc, on a travaillé effectivement dès 2017 à l'élaboration de cette charte. Charte donc qui visait à impliquer l'ensemble des parties prenantes des chantiers que j'ai évoqués, hein, donc les aménageurs, les constructeurs, les promoteurs, principalement, petit à petit aussi les collectivités du territoire elles-mêmes en tant que maîtres d'ouvrage. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit, cette charte, depuis donc 2017 ? Eh bien, elle emporte un certain nombre d'ambitions qu'on a envie enfin, en tout cas auxquelles on a envie d'associer nos partenaires sur le territoire. Et donc, j'en citerai trois grands objectifs. Hein. Donc, 1% du montant des travaux des chantiers affectés à donc des signataires. Hein. Tous les signataires s'engagent à affecter 1% du montant des travaux à des matériaux de réemploi pour des constructions neuves. 5% de matières recyclées dans les bétons, on en a parlé tout à l'heure ici pour le chantier ici, donc 5% minimum de matières recyclées dans les bétons. Et enfin, 20% du montant des travaux pour les espaces publics consacrés à donc, des matériaux de réemploi recyclés ou de réutilisation. Donc, progressivement, un certain nombre d'acteurs du territoire se sont mobilisés, enfin du territoire ou intervenants sur notre territoire, bien entendu, se sont mobilisés, ont signé cette charte. Donc, on est monté un peu en puissance là-dessus. Et puis, et bien déjà, je l'ai évoqué hein, avec Justine, mais déjà avoir une équipe qui porte cette dynamique de métabolisme urbain, c'est essentiel pour suivre le déploiement de cette charte, suivre la manière dont les acteurs la mettent en œuvre sur notre territoire, et puis surtout, ce qui est important dans ces démarches innovantes aussi, c'est d'animer en fait le dispositif et de proposer des partages d'expériences, retours d'expérience pour ce qui a été évoqué aussi tout à l'heure. En fait, améliorer, et effectivement, c'est ce qui se passe depuis quelques années maintenant. On est dans un cycle quand même d'apprentissage qui s'accélère de plus en plus, et effectivement, on est passé au départ de la récupération sans doute uniquement des vitrages, et puis maintenant, on voit bien qu'on fait énormément d'autres choses et que les démarches de déconstruction se sont considérablement professionnalisées.
Voilà, donc un certain nombre d'actions menées et suivies grâce à un service mis en place au niveau de Plaine Commune, donc de 2017 à 2020 à peu près. Et 2020, on est aussi avec un changement de gouvernance, la déclaration d'urgence climatique et donc la volonté d'accélérer ces démarches. Ces démarches, donc juste pour revenir effectivement et pour partager un peu notre expérience là-dessus, donc pour que tout ça prenne et ait pris, il a fallu évidemment une ambition politique forte et affichée dès le début, dès 2015 comme je disais, puis progressivement 2017, 2020 avec des accélérations portées. Donc le portage politique est évidemment essentiel, les moyens humains qui sont effectivement, comme je le disais aussi, des nécessités pour s'assurer que tout ça se met en œuvre. Avoir des chartes, c'est bien, les faire signer, c'est bien aussi. Veiller à ce que ceux qui les signent eh bien, les respectent, c'est encore une autre affaire, quoi. Et pour ça, il faut des équipes, quoi. Et puis donc progressivement des outils qui ont été aussi accumulés, créés par cette équipe au sein de Plaine Commune, quoi. Donc ça, c'est effectivement les facteurs de succès, mais évidemment, tout n'a pas été aussi simple. Il y a quelques freins autour d'une démarche innovante, naturellement. Tout ça doit commencer à se mettre en place. Donc effectivement, la demande en matériaux de réemploi n'a pas été forcément là immédiatement. Il faut progressivement la susciter, la créer. Mais comme je l'évoquais tout à l'heure, on le voit bien, aussi dans des moments, en tout cas en ce moment, de transformation. Enfin, nous, on a énormément de chantiers, on commence à se sentir très sérieusement des difficultés d'approvisionnement sur nos chantiers, et on voit bien quand même que précisément pour faire face à ces difficultés d'approvisionnement, eh bien, le réemploi, le recyclage, la réutilisation sont quand même des solutions. Et on voit les choses s'accélérer. J'étais il y a peu de temps, alors parmi les grands chantiers que je n'ai pas évoqués, mais on a la DGSI qui va venir s'installer à Saint-Ouen, avec un site de plusieurs milliers de personnes qui est en cours de déconstruction lui-même. Eh bien, on voit que les matériaux récupérés sur ce site quasiment sont désormais affectés ou presque immédiatement affectés. En tout cas, il y a peu de stockage, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc il y a un signe quand même positif là, que les matériaux de réemploi commencent à trouver leur marché de mieux en mieux. Et donc ça tombe bien en effet, parce que l'autre frein qui a été aussi évoqué tout à l'heure par Xavier Lemoine, c'est évidemment la problématique foncière, quoi. Trouver les espaces dans ces démarches-là, qui visent en gros à relier des chantiers de déconstruction avec des chantiers de construction. Malheureusement, très souvent, effectivement, il y a du temps de stockage, quoi. Donc on déconstruit, il faut entreposer. D'abord, il faut traiter souvent, parce qu'on ne réutilise pas, on ne réemploie pas immédiatement comme ça. Donc il y a des phases de traitement. Et donc il faut du foncier pour faire ça. Il faut des acteurs. J'ai entendu parler de Réavis tout à l'heure. Il se trouve qu'on travaille également avec Réavis qui sont installés sur le territoire, et précisément sur un des sites qu'on leur a confié à la Courneuve. Donc il faut pouvoir trouver ces sites, et pour l'instant, on est quand même souvent sur de l'espace temporaire. En fait, sur ces plateformes de réemploi, et des acteurs comme Réavis, on leur a trouvé une plateforme pour 3 ans, mais à peine arrivé, il faut quasiment déjà réfléchir à partir et à trouver l'espace suivant, quoi. Donc on a un vrai sujet là-dessus, et c'est pour ça que c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on accélère ces flux entre chantiers de déconstruction et chantiers de réutilisation. Voilà. Et donc, ça fait partie des freins importants. Après, il y en a un certain nombre d'autres. On en a évoqué des freins techniques, parce que les matériaux de réemploi doivent être approuvés sur les chantiers. Et de ce point de vue-là, là encore, les Jeux Olympiques, pour nous, le village olympique, les acteurs de la construction olympique, nous font progresser à pas de géant, parce que les enjeux de délai sur ces chantiers ont permis aussi d'accélérer un certain nombre de démarches avec des ambitions très fortes
en matière de réemploi et d'économie circulaire sur le chantier qui ont permis d'accélérer un certain nombre d'accréditations, si je puis dire, en tout cas de validation technique, quoi. Donc, il y a ça. Il y a un autre sujet, moi, qui me tient souvent à cœur, et pour ça, d'ailleurs, l'exemple de la ferme des possibles est un bel exemple pour ceux qui y sont allés, mais on a un frein aussi très clair pour les usagers, ou en tout cas les acquéreurs. Acheter un bâtiment dont on a le sentiment qu'il est construit avec des matériaux de réemploi, ça peut paraître parfois, ou un espace public qui est construit avec des matériaux de réemploi, ça peut paraître parfois de la seconde main, un peu déclassé, etc. Donc on a un enjeu quand même aussi dans le secteur de l'économie circulaire, on a un enjeu de la valorisation, de l'esthétique, de montrer que même avec du réemploi, on peut faire des choses solides, des choses belles, des choses qui donnent envie, quoi. Et c'est pour ça que je citais la ferme des possibles, parce que cette ferme qui est construite, pour ceux qui la connaissent, avec notamment beaucoup d'encadrement de fenêtres, est vraiment magnifique. Enfin, le résultat est vraiment superbe. Donc oui, on peut lever ce frein-là aussi, quoi. Voilà. Et donc, où on en est aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, on est dans des phases d'accélération pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées, hein, parce que l'urgence climatique est là et qu'il faut abaisser l'impact d'émissions de gaz à effet de serre de tous nos chantiers, mais parce que aussi il y a une tension de plus en plus forte sur les ressources, quoi. Donc, on accélère, on multiplie aussi les filières. Effectivement, il y a un sujet un peu de spécialisation de ces filières du réemploi ou du recyclage, et notamment nous, autour des substrats fertiles. On a un vrai sujet sur les sols aussi. Là encore, le chantier de la ZAC Saulnier de la MGP a été exemplaire au plan de la dépollution des sols, hein. On était sur un site de recherche de GDF, donc autant vous dire que le sol était plutôt de pas très bonne qualité, mais il y a eu un gros chantier de dépollution. Mais voilà, il faut aussi être en capacité de remettre des terres propres. Ça va être là aussi le cas pour le village olympique. On a des besoins de terres importants, et donc avoir des filières qui, avec ces sols, arrivent à recréer avec un certain nombre de méthodes à les rendre à nouveau fertiles. Il y a des enjeux importants. Donc on multiplie les filières là-dessus, on multiplie nos outils, et puis ça a été évoqué aussi, un travail sur l'outil numérique, même si je disais qu'effectivement il y a une forme d'accélération des usages des matériaux, il y a quand même un enjeu de faire ce lien entre les chantiers de déconstruction et les besoins, en fait, hein, donc les acteurs de la construction qui vont avoir besoin de ces matériaux de réemploi. Et donc là, il y a un travail qui est mené effectivement en collaboration entre Est Ensemble, Plaine Commune bien sûr, et la ville de Paris également, sur cet outil du numérique avec la métropole du Grand Paris, sur cet outil numérique, parce que il me semble qu'il y a un vrai enjeu là comment dirais-je, à professionnaliser aussi ces processus, à les industrialiser, si on peut le dire comme ça, et notamment avec des outils numériques qui vont nous permettre d'aller plus rapidement. Donc, on accroît donc aussi notre charte, on la rend plus exigeante, plus ambitieuse, et puis surtout on la fait signer par de plus en plus d'acteurs. Bref, on est en train de déployer la démarche, et comme vous l'avez compris, avec cette chance quand même extraordinaire d'avoir une telle multitude de chantiers sur notre territoire que c'est du gain d'expérience énorme que nous faisons, que nous partageons le plus possible évidemment au niveau de la métropole également, mais qui nous permettent d'être quand même de plus en plus pertinents, performants sur ces sujets. Voilà, je crois m'en tenir là, parce que on va être au bout aussi des quelques minutes qui m'étaient confiées. En tout cas, à nouveau, merci de l'invitation, et puis d'avoir l'opportunité de voir ce chantier qui effectivement paraît également tout aussi exemplaire. Je suis par ailleurs président du réseau de chaleur de Saint-Denis, donc je suis aussi très intéressé par la géothermie. Voilà, merci à toutes et tous, et puis je laisse la parole à la table ronde, je crois.
Merci Monsieur Monet. Je vais également récupérer la zapette. Merci beaucoup. Je vais inviter donc nos 2 intervenantes pour la table ronde de la matinée à venir prendre place sur les 2 sièges devant moi. Oui, parfait. Et donc, vous avez des micros devant vous qui sont allumés normalement pour que tout le monde puisse vous entendre. Donc, d'abord, rapidement pour me présenter, donc, je suis Juliette Allione, je travaille à l'association Auré. Donc, nous sommes un réseau d'entreprises et de collectivités et nous accompagnons ces acteurs dans leur transition écologique au travers de 3 priorités que sont le reporting RSE, l'économie circulaire et la biodiversité. Et c'est dans le cadre de notre priorité économie circulaire que j'ai le plaisir d'accompagner la métropole du Grand Paris, notamment dans l'animation du club métropolitain de l'économie pour la construction circulaire qu'évoquait Monsieur Lemoine tout à l'heure. Et c'est également dans ce cadre que j'ai le plaisir d'animer la table ronde du jour, donc, qui aura pour sujet les dynamiques d'économie circulaire dans la construction et l'aménagement au niveau du territoire métropolitain. Et pour cela aujourd'hui, donc, j'accueille 2 intervenantes. Donc Madame Bénédicte Agnorté, directrice de projet à la direction des projets et du développement à la Poste Immo, et Madame Camille Muret, cofondatrice de l'Atelier Rare. Avant de rentrer dans le vif du sujet de notre table ronde, quelques mots pour présenter rapidement la Poste Immobilier et l'Atelier Rare. Donc, la Poste Immobilier, c'est une foncière du groupe La Poste, créée en 2005. Vous assurez donc la gestion, le développement, l'entretien et la valorisation de plus de 6 millions de mètres carrés, donc soit 10 000 immeubles du tertiaire, industriel et commercial sur le territoire. Et vous êtes notamment engagé sur des sujets d'économie circulaire dont vous allez nous parler lors de cette table ronde. Et donc, Madame Muret, vous êtes cofondatrice de l'Atelier Rare. Donc, c'est une association qui a été créée en 2019, qui porte un chantier d'insertion depuis 2021. Et vous, votre ambition, votre inspiration, c'est d'éviter au maximum que des déchets du bois bâtiment de bonne facture, notamment le bois massif, ne se retrouvent à l'enfouissement. Et donc, du coup, vous œuvrez à la réutilisation du déchet bois bâtiment avec 3 piliers, donc le pilier environnemental, un pilier social et un pilier qui relève plus du design et de l'esthétique globale. Je ne vais pas plus m'attarder, on va passer directement donc à la première question. Donc, Madame Agnorté, je me tourne vers vous. Donc, aujourd'hui, comment est-ce que vous intégrez finalement l'économie circulaire aujourd'hui à la Poste Immobilier et quelles sont vos ambitions pour l'avenir ? Hop, et je vous passe la zapette qui vous permettra de passer les slides. Du coup, vous avez présenté effectivement notre activité. Je voulais juste y revenir en quelques mots pour vous expliquer ce qu'on fait et quelle est notre principale activité à la Poste Immobilier. Donc on est vraiment l'outil immobilier du groupe La Poste, donc on est à son service. L'idée, c'est bien de créer le meilleur outil pour la meilleure exploitation possible. Et donc ça passe par 2 axes principaux qui sont la gestion de ce patrimoine immobilier. Et au travers de cette gestion, ça va être comment optimiser les mètres carrés, comment baisser les charges et comment travailler sur la production d'énergie notamment et l'utilisation de ces sites. Donc on accompagne nos locataires pour cela. Et ça va être aussi la transformation de nos immeubles. Ce qu'on a géré, c'est la vacance, la libération d'un certain nombre de mètres carrés et au travers de ça, de transformer notre patrimoine, ce qui n'est pas une mince affaire quand on parle par exemple de la Poste du Louvre en plein Paris, qui est un véritable vaisseau amiral. Comment on renouvelle ce patrimoine immobilier en intégrant principalement finalement de la mixité programmatique. Sur la Poste du Louvre, on y trouve aujourd'hui, maintenant que ce site est ouvert, une poste bien sûr toujours à rez-de-chaussée, mais aussi de la logistique urbaine en sous-sol, des mètres carrés de bureaux, un hôtel, du logement social. Et c'est bien en intégrant cette mixité dans nos programmes immobiliers qu'on arrive à transformer la ville et aussi à accompagner les besoins des villes en créant du logement, du bureau, des équipements publics et en essayant de maintenir aussi les activités postales en centre-ville ou en périurbain ou en zone de périurbaine.
Donc voilà, je voulais insister en tout cas sur la transformation des sites immobiliers. Alors comment on embarque l'économie circulaire? Donc c'est un de nos piliers sur lesquels on travaille d'arrache-pied. L'idée, c'est d'embarquer dans toutes nos opérations de transformation, de rénovation, de restructuration, ces 4 piliers qui sont l'économie circulaire, mais aussi bien sûr l'énergie, la biodiversité, le climat. On reste souvent aussi propriétaire des lieux, ce qui nous permet d'avoir un raisonnement à long terme sur nos bâtiments, comment on va les exploiter sur le long terme, et au travers de ça, de gérer aussi toute la question de l'énergie, de l'économie d'énergie. Hier, on était en jury de sélection d'un concours où on a choisi une plateforme une industrielle. Donc, on a lancé un concours d'architecture pour se poser les questions de comment construire un bâtiment industriel de demain, avec prendre conscience que l'énergie est un vrai sujet en phase d'exploitation et qu'il faut éviter l'étalement de ces plateformes industrielles. Donc, on superpose les fonctions. Aujourd'hui, les bâtiments industriels, ça prend énormément de place au sol. Le stationnement, on le met en étage. Les activités aussi, on les met en étage. On a choisi un très beau projet qui, justement, ouvre la voie vers ces nouvelles manières de construire. Alors, plus particulièrement sur l'économie circulaire, on a mis en place, il y a quelques années, un kit déchets qu'on se doit d'intégrer dans nos consultations d'opérateurs, de maîtres d'œuvre et d'entreprises, qui vise à déjà, premièrement, bien déconstruire, diagnostiquer tous les matériaux qui pourraient être utilisés pour le réemploi, préconiser dans les marchés de travaux une manière de déposer les matériaux pour qu'ils soient ensuite réemployés, inciter le maître d'œuvre à suivre dans toutes nos opérations toute cette chaîne du réemploi pour que dès les phases de conception, on se pose les questions de savoir quels matériaux peuvent être réemployés, soit in situ, ex situ, ou alors qu'on fasse des dons auprès d'entreprises locales. Donc ce kit déchets, il est maintenant intégré dans toutes nos opérations et nos chefs de projet ont cet outil-là pour du coup lancer ces préconisations en travaillant du coup avec les maîtres d'œuvre et les entreprises ensuite. On va viser 0 déchet d'ici 2050 et des bâtiments qui ont intégré au travers de ces actions l'économie circulaire. Alors, sur quelle démarche aujourd'hui on essaye de mettre en place? Alors c'est une démarche qui a pris naissance cette année, donc ce sera intéressant qu'on revienne vous en parler l'année prochaine parce qu'on est à son démarrage. Donc on a accompagné pour cette démarche de Utopreneurs qui nous conseillent. Notre constat aujourd'hui, c'est que la réglementation et les obligations liées à ces réglementations ne sont pas forcément appliquées de manière systématique. Donc voilà, l'idée, c'est de trouver les bons outils pour bien appliquer la réglementation, notamment maintenant avec les diagnostics PEMD. On a dû former nos chefs de projet pour savoir ce que c'était, comment les intégrer dans chacun de nos projets le plus en amont possible, et trouver des filières qui sont aussi aujourd'hui qui ne sont pas vraiment structurées sur le territoire. Notre démarche, ça va être de travailler avec des entreprises inclusives, qu'on a sourcé sur le territoire national parce que nos opérations sont à l'échelle nationale, pour trouver des entreprises d'une part inclusives, donc avec un volet social fort, hein, qui ont aussi des compétences pour déconstruire et réemployer les matériaux. Donc c'est tout un sourcing qu'on a fait aujourd'hui de repérage d'une quinzaine d'entreprises qu'on va solliciter au mois de décembre pour du coup faire partie d'un consortium. Et l'idée pour nous, c'est de faire comme un système d'accord cadre et de réunir ces entreprises
ces entreprises inclusives et de pouvoir, du coup, dans le cadre de marchés type uniquement dédiés à la déconstruction, pouvoir les solliciter de manière plus agile, plus rapide et avec une préoccupation spécifique sur l'insertion, sur le volet social et aussi sur le réemploi. Donc première étape, c'est ça, c'est de mettre en place ce consortium d'entreprises inclusives. Ensuite, l'idée, c'est de pouvoir, dès les phases études, dès les phases amont, faire ce diagnostic de PEMD, c'est-à-dire de répertorier, d'inventorier sur chacun de nos sites en restructuration tous les matériaux, tous les équipements, le mobilier qui vont pouvoir être réemployés, comme je le disais tout à l'heure, soit sur le site lui-même, soit sur d'autres sites postaux, puisque la Poste est en renouvellement constant de son patrimoine immobilier, en allant des bureaux de poste aux bâtiments tertiaires. Donc le principe est de mettre en place une sorte de plateforme du style Le Bon Coin ou Cycle Up qui existe déjà, numérique, qui puisse du coup mettre en concordance à la fois nous les matériaux qui pourront être mis sur notre marché interne et réemployés sur d'autres sites postaux. Et si encore il reste des matériaux non affectés, nous en ferons des dons aux entreprises. Voilà le principe aujourd'hui qu'on démarre et qu'on souhaite mettre en œuvre. Et ces différentes étapes à chacune pour chacun de nos projets. Merci beaucoup Bénédicte. Je vous invite à passer la télécommande à Camille, oui, peut-être pour passer les prochaines slides. Donc Camille, lorsqu'on parle de projet de réhabilitation, l'atelier rare est un maillon indispensable de la chaîne. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre activité en quelques mots, peut-être à l'aide d'un projet emblématique, et également quelles sont vos perspectives de développement avec le dynamisme que l'on constate sur le territoire métropolitain? Oui, bien sûr. Bonjour. Donc, comme vous le disiez, l'atelier rare, c'est une association qui porte un chantier d'insertion qui porte sur 3 piliers, l'environnement, l'insertion et le design. Et l'activité donc, principale, c'est une activité circulaire dont le but est d'identifier des gisements que l'ensuite on va traiter. Au départ, on s'intéresse surtout à la fenêtre, puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, le verre peut être réutilisé pour faire du verre. Le métal se recycle, alors que le bois, lui, il y a encore beaucoup de choses à inventer. Donc, lorsqu'on reçoit un gisement, donc, on le traite dans notre atelier, on a une étape de préparation matière qui ensuite permet de retransformer le bois comme dans un atelier de menuiserie classique. L'intérêt de cette étape de préparation matière, c'est qu'elle demande beaucoup d'intensité sociale. Et c'est ce qui nous intéresse aussi dans le cadre d'un chantier d'insertion, c'est d'avoir accès à des savoir-faire relativement simples, mais qui derrière sont nécessaires en équipe en fait, et en nombre pour pouvoir arriver à réaliser le projet jusqu'au bout. Donc une fois qu'on a réalisé cette étape de préparation matière, donc le bois peut être transformé. Donc on a développé plusieurs types de process. Aujourd'hui, on est multiproduit, c'est-à-dire on peut aussi bien réaliser du mobilier ou encore des revêtements muraux, des aménagements intérieurs, extérieurs. Il n'y a pas de limite à la transformation de ce bois, si ce n'est les qualités du gisement et le besoin exprimé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce que l'on fabrique est en fonction d'une commande passée par une maîtrise d'ouvrage. On ne va rien fabriquer d'avance, on va juste développer des process de transformation de ces gisements. Et dans l'idéal, on souhaite, on aime que ce gisement transformé puisse être réimplanté sur le site même où il a été prélevé. Voilà, donc là c'est l'idéal de notre activité, elle est complètement circulaire.
mais bon, on a cette activité de transformation, mais aussi on a une activité d'accompagnement de personnes, très éloignées de l'emploi. Donc, généralement, c'est des personnes issues du territoire d'Est Ensemble, puisque nous, on exerce aujourd'hui à Romainville. Et donc, on applique ce que l'on appelle de la formation au poste, aussi bien pour ces étapes de préparation matière que de transformation et que de valorisation. Il y a un accompagnement social qui est fait par une chargée d'insertion professionnelle. Et les personnes que l'on accueille peuvent aussi bien avoir un projet orienté menuiserie ou pas. Ce n'est pas une nécessité pour entrer chez nous. L'important, c'est d'avoir envie. Et ce qu'on essaye de vraiment mettre en avant, c'est le développement de la capacité d'agir, c'est-à-dire, en gros, on part effectivement d'une matière qui est complètement délaissée, qu'on va revaloriser, et ce simple fait participe d'aider les personnes à se remettre dans l'emploi. Donc, elles exercent, en étant inscrites sur notre chantier d'insertion, aussi des formations extérieures, voire nous, on intervient sur différents types de formations qui sont en train d'émerger, comme la formation TVRB, technicien valoriste du bâtiment, initiée par la Fédération Éco-Construire, ou encore les chemins du bâtiment circulaire, initiés par la Maison des Canaux. Voilà, donc ça c'est pour le parcours d'insertion. Et je vous ai mis des exemples de réalisation sur ces photos. Donc là, pour le coup, c'est un gisement Paris Habitat qui a été déniché par la ville de Paris. Et la ville de Paris avait pour projet de réaliser une extension d'une école qui s'appelle la Petite Fabrique, dans le 13e. Et elle souhaitait que l'on crée du mobilier à partir de ce gisement de fenêtres, que vous voyez ici. Et ce gisement, il y avait quand même 400 ou 500 fenêtres, toutes d'une même qualité. On a pu le décliner en plein d'autres choses, comme une cloison intérieure ou encore un abri conteneur. Donc ça, c'est des exemples de réalisation que l'on dit, nous, en éco-conception. Et ensuite, donc, une fois qu'on a eu bien travaillé autour de la fenêtre, on s'est attaqué au bois de charpente. Et là, pour le coup, c'était dans le cadre de la réhabilitation d'une des plus anciennes fermes de Paris qui s'appelle la Grange Montsouris. Cette grange avait une ancienne charpente qui a été déposée, que l'on a complètement déquincaillée à l'atelier. Ça a été un travail assez long et il fallait être nombreux pour ça. Et une fois qu'elle a été déquincaillée, on en a créé un parquet, ce qu'on appelle le parquet bois debout. Donc c'est des tout petits morceaux de bois qui permettent de vraiment valoriser un maximum de matière, parce que dans tous nos travaux, on essaye d'optimiser cette matière, d'avoir le moins de déchets possible. Et sur cette charpente, il y avait aussi une toiture faite de tuiles anciennes qui avait été complètement, finalement travaillée par la pollution. Il y avait même des dessins qui s'étaient inscrits. On en a fait tout un revêtement dans la pièce d'entrée. Donc ça, c'est pour un exemple je termine, pardon, je suis un peu de réalisation in situ. Donc on prend la matière du site pour en faire autre chose et on la développe en fonction d'un besoin exprimé. Mais parfois, ça peut être aussi des réalisations ex situ, c'est-à-dire on va chercher la matière auprès de chantiers ou de bailleurs sociaux qui veulent éviter l'enfouissement de ces déchets. Donc ça a été le cas dans le cadre de la réhabilitation de la Maison des Canaux, à laquelle on a participé. Donc on a été en charge de la réalisation de la fourniture de la matière pour fabriquer la treille extérieure. Je ne sais pas si vous connaissez ce projet. Et aussi le platelage, donc, qui a été réalisé à partir de porte-palières de différents logements de bailleurs sociaux, RIVP, Logiciemp, I3F. Et aussi, on s'est fourni en partie chez Réavi, qui manquait un peu de matière. Voilà, ça a été aussi l'occasion toujours de continuer à faire de la recherche et développement, puisque on a eu, grâce au délignage de porte-palières, on avait des petits bouts de bois que l'on a pu travailler pour créer des revêtements de sol, parce que quand ils ont ouvert la salle en rez-de-chaussée,
Ils ont donc créé des trous autour de la mosaïque en déposant des murs porteurs. Et donc nous, on a constitué des mosaïques de bois pour remplacer ces impacts et avec du plâtre. Voilà. Oui, alors je vais commencer par la Dalle Keller. C'est un site qui est derrière le centre Beaugrenelle à Paris 15e. C'est un site aussi intéressant parce qu'il est assez compliqué, assez complexe. Déjà, il est sur dalle, donc avec des problèmes de sécurité majeurs, des espaces délaissés. C'est un site qui a été... C'est une des premières opérations du front de Seine, lancée par le ministère de PTT à l'époque, et qui engageait déjà... une certaine mixité avec du parking, du logement social, une piscine, une crèche. Et aujourd'hui, voilà, se pose la question de la réhabilitation de ce secteur-là, de cet ensemble immobilier. Donc, qu'est-ce qu'on y fait ? Dans les niveaux de parking sous la dalle, on église de la logistique urbaine, pouvoir livrer les colis jusqu'en centre urbain. Donc c'est pas sans nuisance, mais voilà, tout l'enjeu c'est de les gérer et qu'il y ait le moins d'impact possible pour les riverains, et on glisse cette logistique dans 10 000 mètres carrés de parking qu'on va à nouveau occuper aujourd'hui. C'est d'ailleurs au travers aussi de cette opération et de toutes les autres aussi à la Poste Immobilier où on demande un volume d'heures d'insertion dans tous nos marchés des entreprises. Alors ça veut dire aussi essayer de pas juste mettre un nombre d'heures basiques, mais de travailler avec Pôle emploi par exemple pour cibler quelles sont les compétences les plus pertinentes à faire intervenir sur un projet par rapport à des besoins locaux. Et c'est aussi accompagner, enfin aider le plus possible les entreprises à aussi proposer des emplois long terme de ces emplois d'insertion, et pas juste prendre des intérims le temps du chantier, mais leur proposer derrière des CDI. Là, sur cette opération, il y a eu un CDI finalement, ce qui est déjà pas mal, de l'entreprise CBI qui a fait les travaux pour aménager la logistique urbaine. Ensuite, cette opération englobe aussi la restructuration du petit pavillon, qui est un bâtiment sur dalle que vous voyez ici, qui fait 1500 mètres carrés. L'image de droite, c'est le projet qui a été retenu dans le cadre d'un concours d'architecture avec la ville de Paris et Paris Seine, qui est l'aménageur. Il change assez fondamentalement d'aspect. Cependant, on a gardé le plus possible, on ne le voit pas trop là, mais tous les matériaux déjà existants. L'idée, c'était de viser 100% de matériaux biosourcés et ou de réemploi. Et donc là, c'est l'architecte Noun qui a proposé d'utiliser des composants de façade avec de la paille et de la terre crue. Et aujourd'hui, ça fait partie des filières qui commencent à être bien consolidées et confortées. La paille, on la trouve dans les champs d'à côté, presque. Hein. La terre crue, grâce au chantier du Grand Paris. Voilà, on est en matériaux de bois de façade, des complexes de façade, du coup maintenant assez intéressant, mais qui c'est pas sans surcoût ce type d'opération. Enfin, on commence à en mener quelques-unes, et l'enjeu c'est aussi faut en parler aussi, d'arriver à générer une certaine rentabilité de l'opération pour pouvoir la sortir. Là typiquement, on rehausse le bâtiment aussi et on arrive à gagner 500 mètres carrés. Alors grâce au PLU maintenant de Paris ou d'autres ou de Provence, on peut aussi trouver des mètres carrés en plus grâce à la surélévation et ce qui permet aussi de rentabiliser les opérations. Donc là, on n'a pas encore le permis de construire, mais j'espère que ça va arriver bientôt, s'il y a quelqu'un de la ville de Paris qui nous aide. Et voilà, donc c'est un bâtiment qui était anciennement une crèche qui va aujourd'hui être
une école d'enseignement supérieur. L'idée, c'est d'amener aussi de la vie dans ce quartier, sur cette terrasse. Alors c'est assez intéressant, dans le permis de construire de 1970, cette dalle, qu'on appelle une dalle aujourd'hui, qui est très dure, hein, dans un environnement très béton, etc., c'était conçu comme une terrasse à l'époque en 1970. Donc on essaye aujourd'hui de lui redonner cette valeur, et on travaille avec un paysagiste pour végétaliser, parce qu'elle n'a jamais été, végétaliser cette dalle. Alors en dessous, on a une activité de logistique, donc il n'est pas question de risquer, de surcharger en tout cas la dalle, de refaire des fondations, ça aurait un coût bien monstrueux en tout cas. Enfin, d'ailleurs, on l'a chiffré en essayant de faire des poutres retroussées ou ce type de choses pour augmenter les épaisseurs de terre. C'est trop important en termes d'investissement. Donc on travaille sur des substrats légers, pour arriver à trouver 50 à 80 cm d'épaisseur de terre et avoir une vraie végétalisation sur cette dalle. Donc là, c'est un travail très intéressant qu'on va pouvoir dupliquer sur d'autres opérations, parce que l'idée, c'est donc de garder le bâtiment et non pas de faire de la démolition, reconstruction. C'est pas toujours facile, et dans nos instances de décision, de gouvernance, c'est aussi la première des choses qu'on s'applique à faire, c'est comment garder un bâtiment existant, même si on se confronte à des nouvelles pratiques, des nouveaux usages qui ne sont pas forcément en concordance avec la typologie du bâtiment. C'est comment on essaye de le valoriser au mieux et de le conserver. Et là, typiquement, quand on est arrivé sur cette opération, on devait démolir le bâtiment et retrouver en plus de moins de mètres carrés, donc ce qui est un peu débile. Donc voilà, tout notre projet a été vraiment de conserver, de valoriser et d'essayer de maintenir un maximum aussi d'économie circulaire, de garder les matériaux sur site, parce que c'est aussi compliqué de les évacuer, typiquement. Et puis très rapidement, cette opération de restructuration de nos bureaux à Brune, je vous mets quelques données chiffrées, ce qui permet aussi de voir quel type de matériaux on arrive à réemployer dans les opérations de tertiaire. C'est bien, mais je pense qu'on est loin d'arriver au bout. Voilà, on a encore que quelques mètres carrés qu'on arrive à réemployer, mais voilà, ce sont des premiers pas en tout cas. Et ce sont des matériaux qu'on arrive à réutiliser sur d'autres sites postaux. Et c'est ça qui est intéressant aussi pour nous, c'est d'arriver à avoir cette facilité de pouvoir trouver des destinataires pour ces matériaux, et avant cela, de les déposer bien. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour la présentation de ces deux projets. Ce sera la dernière question de notre table ronde, Camille. Donc, on sait aujourd'hui que pour des acteurs comme vous, ça peut être compliqué de s'implanter sur le territoire métropolitain. On parle souvent du prix et de la rareté du foncier. En 5 minutes, comment est-ce que vous pourriez pousser les territoires à s'engager pour accueillir des acteurs de l'ESS tels que l'Atelier Rare ? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre relation avec les territoires et votre... Oui. Alors, juste, je voulais rappeler que le projet de l'Atelier Rare, il n'est pas né d'hier. Il a commencé en 2014 avec différents projets d'études de recherche-action financés en grande partie par l'ADEME et la région et soutenus par le mouvement Emmaüs. Donc, si on a abouti à la création du chantier d'insertion en 2021, c'est suite à de nombreuses étapes. Et grâce aux partenaires territoriaux. Vraiment, c'est ça que je voulais rappeler. Donc oui, c'est compliqué de développer une activité de ce type en Île-de-France et notamment dans le 93, je crois. On avait d'ailleurs participé à l'appel à projet métabolisme urbain à l'époque. On aurait pu aller sur Saint-Denis, mais il s'est trouvé qu'on est né à Montreuil, donc on avait aussi un attachement à Est Ensemble très fort. Et si on a pu commencer à démarrer l'activité au sein d'un PTCE qui s'appelle Construire Solidaire, dans un atelier mutualisé, aujourd'hui on a pour ambition de développer un atelier dédié. Et dans ce cadre,
Est Ensemble, Tempo, la ville de Noisy-le-Sec et Romainville ont lancé un appel à projet parce qu'ils ont récupéré un site assez conséquent de 9 bâtiments qui s'appelle le site de la Saft, où on fabriquait anciennement des générateurs, des piles, qui va être alloué à différents acteurs de l'économie sociale et solidaire pour créer un écosystème des métiers de la transition. Donc aujourd'hui, on a été lauréat de cet appel à projet. On a commencé à initier différentes hypothèses d'aménagement. C'est un site qui va nous être loué pendant 3 années. Donc ils appellent sous forme de bail de préfiguration. 3 ans renouvelables. Dans l'idéal, ce serait de pouvoir maintenir l'activité sur le site. Parce qu'à terme, il n'y a pas d'opération immobilière pour créer de l'habitation. Ils veulent vraiment créer de l'activité. Simplement, le site est en trop mauvais état pour le laisser tel quel. Il doit y avoir une opération de grands travaux qui vont être faits, mais on ne sait pas encore quoi, avec qui, comment. Et ils se donnent 3 ans en fait, pour essayer de le comprendre. Donc nous, notre objectif, c'est de créer la manufacture de réutilisation du bois B. Donc c'est un atelier dédié à la réutilisation du bois déchet, le plus circulaire possible. Et donc on va se situer dans le bâtiment F. Tous les autres bâtiments sont alloués à d'autres structures que je ne connais pas encore. Je ne peux pas vous en parler. Et l'idée, donc, je vous ai mis un petit schéma, c'est qu'on va avoir différentes zones pour être le plus exemplaire possible et le plus circulaire possible. On est en train d'ailleurs d'étudier l'idée d'avoir un système de chauffage qui nous permettrait de valoriser les chutes de bois que l'on n'aurait pas pu utiliser dans nos ouvrages. Donc c'est à peu près 520 mètres carrés, donc 90 mètres carrés dédiés au stockage, ce qui n'est pas beaucoup. Donc on est vraiment obligé de travailler en flux tendu et avec les différentes filières, recyclage du verre et du métal. Donc oui, je voulais rappeler qu'en fait, notre projet Atelier Rare, c'est un projet qui a vraiment l'ambition de valoriser les savoir-faire d'un territoire. Et donc, une fois cet atelier de manufacture de réutilisation du bois B créé, on a pour objectif on est sur le point d'acquérir une boutique aussi au sein du village du Remploi pour mettre en avant le savoir-faire des personnes que l'on reçoit, parce que on le voit quand les personnes en insertion vont sur les chantiers, ils sortent de l'atelier, ils ont la possibilité d'aller montrer ce qu'ils savent faire, et c'est encore plus pertinent pour l'insertion. Donc on souhaite continuer les chantiers circulaires, développer ce projet de boutique, travailler avec une initiative qui s'appelle Territoire zéro chômeur longue durée sur le pôle 3 communes, donc c'est Noisy, Montreuil, Romainville. Voilà, continuer à œuvrer sur ces 3 piliers dont on parlait au départ, l'environnement, l'insertion et le design. Voilà. Merci beaucoup. Merci mesdames.